the shadows, watching the wind blow. No, you're not alone. Got nowhere to go now. I'm not gonna go down until I'm crawling out from the shadows. Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue dans ce top 10 dédié aux méchants, mais pas n'importe lesquels, ceux qui sont vraiment méchants, ceux pour qui toute rédemption est impossible, ceux dont le cœur a été pourfendu à jamais, les méchants vraiment diaboliques. Les antagonistes sont, je pense, les personnages les plus intéressants dans une histoire, car c'est grâce à eux qu'on parvient à apprécier les héros à leur juste valeur. Que ce soit dans un film, dans une série, dans un dessin animé ou dans un jeu vidéo, le méchant mettra tout en œuvre pour s'opposer à la quête du héros dans des intrigues plus ou moins compliquées. Je vais vous introduire ce que l'on appelle le schéma spectatorial, pour que vous compreniez bien où je veux en venir. Ici, le héros. C'est un principe universel, toute histoire en possède un. Même si vous pensez connaître un récit qui n'en possède pas, à première vue, je vous assure que si. Car le héros peut prendre plusieurs formes, cela peut être même un sentiment, un objet, vraiment tout et n'importe quoi. Le héros cherche à atteindre l'objet, c'est-à-dire le but de son périple. Exemple, Luke Skywalker, dans la trilogie originale de Star Wars, cherche à devenir un Jedi et ainsi surpasser son père dans une quête identitaire. C'est là qu'apparaissent les opposants, soit le ou les antagonistes de l'histoire. Dans le même exemple de Star Wars, l'opposant principal est l'empereur. Et oui, Vador n'est pas du tout considéré comme un opposant, car il ne s'oppose jamais véritablement au but de Luke, qui est, rappelons-le, de parfaire sa formation de Jedi. En effet, c'est bien en battant Vador en duel que Luke deviendra finalement un Jedi, comme ne cesse de le rabâcher Yoda. Ici, Vador est considéré comme un adjuvant. Les adjuvants constituent les aides qui seront apportées au héros à l'aide de différents moyens. En gros, Han Solo et Leia. Les opposants, ainsi que le héros et ses adjuvants, possèdent différents moyens pour parvenir à leur fin. Le sabre laser est le moyen de proximité de Luke, les Stormtroopers sont le moyen d'opposition, et Vador est le moyen de passage. C'est évidemment un format très basique de scénario, des variantes sont inévitables si on ne veut pas que le spectateur s'ennuie trop. Parle d'ennuyer le spectateur, mais dis-moi, tu ne comptes quand même pas recracher tes cours de scénario au brave type qui regarde ta vidéo, mais moi je me fais chier. Ah oui, j'avais oublié. Pour ce top 10, j'ai l'honneur d'être accompagné par le Joker, ennemi juré de Batman. Je préfère le terme de prince clown du crime, c'est un petit sobriquet que je me suis trouvé, clinquant n'est-ce pas? Ouais. Je passe à la suite. Dans ce classement, je ne parlerai pas des méchants inévitables, présents dans tous les tops, tels que l'injustement traité d'antagoniste Dark Vador, dans le film, je précise, ou encore Voldemort, Maléfique, Scar, le méchant de No Country for Old Men, ou Sauron. Sachez aussi que j'ai déjà fait un top 10 des méchants des jeux vidéo, donc tous mes antagonistes préférés du monde pixelisé ne seront pas présents dans cette liste. Donc tu ne parleras pas de moi dans le dernier jeu Arkham, mais je suis tellement diabolique. Mais tu es trop évident, tout le monde va penser à toi. Je te l'ai déjà expliqué. Ah oui, donc pour ne pas décevoir les fans, je fais un guest dans ta vidéo. Bien joué Batou. Je sens que ça va être long. Numéro 10. Commençons ce classement des plus sadiques, des garnements et des plus virulents psychopathes par un voyage au pays des jouets, j'ai nommé Toy Story. Quel humour Batou. Pendant un instant j'ai cru que tu avais dit Toy Story. Dirigeons-nous vers la porte d'entrée d'un lieu pas comme les autres, un havre de paix où résident de joyeux joujoux, fiers de pouvoir encore servir aux enfants de la garderie de Sunnyside. Une communauté s'est formée au fil des années et se fait une joie d'accueillir nos héros dans le 3e volet de la saga de Pixar. Quand Woody, Buzz et les autres arrivent sur les lieux, ils sont accueillis à bras ouverts par celui qui gère toute cette féerique troupe de joyeux drilles. Il s'agit de Lotso, un nounours parfumé à la fraise qui paraît aussi sage qu'il est gentil. Mais la vérité est souvent plus dure à avaler que ma
Car en effet, l'ourson n'est pas celui qu'il voudrait bien faire croire aux nouveaux venus. À peine veulent-ils partir qu'ils se rendent compte que Sunnyside est une prison pour tout occupant régie par Lotso lui-même, d'une cruauté sans nom. Ah mais tu es sérieux en plus? Ce pauvre Lotso, il ne survivrait pas 2 secondes dans la cellule de ce bon vieux chapelier fou. Certes, les enjeux sont moindres, étant un film pour enfants, mais à l'échelle des jouets, le règne de Lotso est une dictature, et bien des passages dans le film montrent à quel point son cœur est noirci par les épreuves qu'il a pu endurer. Comme par exemple quand il trahit la confiance de Woody, et le laisse apparemment périr dans les flammes de l'incinérateur, alors que celui-ci était revenu pour le sauver. Tout le monde a peur de lui, même ses sous-fifres qui se sont sans doute rangés de son côté par crainte de représailles. Car la taille importe peu, même si les jouets sont plus nombreux face à lui, tous se plient devant sa volonté de faire et la rage qui brûle en lui, bien supérieure à tous les méchants dans d'autres films d'animation Pixar. C'est ce qui rend cette suite plus riche que les précédents à mes yeux. Le méchant est, pour une fois, vraiment méchant. Sans spoiler, même si je pense que tout le monde l'a vu, je ne saurais rappeler la force du petit passage où Big Baby se rend compte à quel point son ami de toujours lui a menti et qu'il ne le considère pas comme son égal, voulant à tout prix lui faire comprendre que tous les humains finissent par se débarrasser des jouets. Il se monte la tête tout seul, et avec le temps et la solitude, Lotso est devenu le monstre que les enfants ne détectent peut-être pas en visionnant le film, mais que toute personne en âge de comprendre a trouvé malsaine. Toujours sans vouloir spoiler, il faut bien que j'explique pourquoi. Lotso trouve les origines de ses peurs et de ses craintes là où il accuse et envie tous les autres, sa séparation avec sa propriétaire qu'il aimait plus que tout. C'est sur un malentendu qu'il s'est cru abandonné par elle et s'est monté l'esprit inutilement, prenant son cas comme une généralité. C'est très adulte de la part d'un film pour enfants, comme raisonnement et comme forme. Woody le lui explique très clairement vers la fin du film. Numéro 9. Après avoir traité du cas assez particulier de Lotso, penchons-nous sur celui d'un homme prêt à tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. Il s'agit du conte Olaf, issu de la série de 13 tomes nommée Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, écrite par Lemony Snicket, qui fut adaptée en film et récemment en série par Netflix. N'ayant pas lu les livres, je ne pourrais malheureusement traiter que du personnage à l'écran. Ah, là tu me parles. Olaf est un de mes amis. Il est un des seuls à trouver mes blagues drôles. J'avoue que le plan de jeter la tente des gamines aux piranhas est une superbe idée. Je m'en inspirerai. Joker, tu es, comment dire... Bref. Olaf est un comédien raté qui n'a absolument aucun talent pour le jeu. Cependant, je parle bien du jeu d'acteur. Car il y a un jeu auquel Olaf reste imbattable. Inventer des stratagèmes tous plus cruels les uns que les autres pour hériter de la fortune des 3 jeunes orphelins dont il obtient la garde. En effet, après un incendie qui détruisit leur manoir, Violette, Klaus et Prunille doivent se rendre chez leurs cousins éloignés puisque leurs parents sont morts lors du sinistre. Là est tout le charme de cette saga. Le fond est absolument atroce, et le narrateur ne cesse de nous le rappeler comme si c'était quelque chose de trop pénible à écouter. Quand il les récupère, Olaf va d'abord profiter d'eux, pour les tâches ménagères ou toutes sortes de corvées. Ensuite, il va tenter de les assassiner en garant sa voiture sur les rails d'un train. Je rappelle qu'il y a un bébé parmi les 3 orphelins. Moi Mais c'est trop drôle. Je déteste les enfants. Ils ne comprennent jamais les blagues des clowns. Si le conte Olaf se situe dans ce classement, c'est que non content d'être un pur psychopathe, c'est aussi un véritable meurtrier qui ne recule devant rien. Et c'est là que ça remet en doute le fait d'écrire de tels personnages dans des bouquins pour enfants. Un personnage aussi affreusement diabolique dans des livres pour gamins qui traitent d'orphelins, d'exploitation et d'esclavagisme infantile. Damn. Évidemment, c'est plus compliqué. Olaf fait en réalité partie d'une sorte de secte, et les enfants découvrent que c'est lui qui a mis le feu à leur maison au début. Désolé, mais je trouve ce personnage vraiment trop bien écrit pour ne pas le placer dans ce top. Numéro 8. Mais quelle est cette odeur? Cette effluve féline ne peut appartenir qu'à Célina? Une seconde. Oh non, pas elle! Eh bien si, mon cher Joker, qui de mieux placé pour succéder au comte Olaf que la détestable Dolores Ombrage. Sans doute le personnage le plus haï de la saga Harry Potter, et à juste titre. Avec son fétichisme des chats, ses assiettes roses dégueulasses, sa robe rose dégueulasse, son thé rose dégueulasse, sa petite voix perchée de salope et sa prédisposition à scarifier les élèves pendant ses retenues, c'est le personnage idéal à détester. Pour ceux qui ne se sont jamais intéressés à HP, sachez que Ombrage est un personnage du livre de J.K. Rowling et du film de David Yates qui portent tous deux le titre de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Dans cet épisode de la saga, Harry et ses amis débutent leur année à Poudlard dans une période sombre, où le ministère de la Magie accuse Harry de mentir quant au retour de Lord Voldemort, où plusieurs prisonniers s'échappent de la prison magique d'Azkaban, et où Rogue tente d'enseigner l'occlumencie aux pauvres orphelins, non sans y prendre un certain plaisir.
Ouais, cette année est vraiment pourrie pour Harry. Ces gamins jouent comme des pieds. Un petit sourire taillé dans la chair de leurs joues ne leur ferait pas de mal. Chaque année, le poste de professeur de défense contre les forces du mal est à pourvoir, car chaque prof subit dans l'ordre la mort, une amnésie très grave, un renvoi et un enfermement de 9 mois. Du coup, personne n'en veut, et le ministère en profite pour placer une de ses employées, la détestable Dolores Ombrage. À travers elle, Fudge veut renverser le directeur, Dumbledore, pour faire taire les rumeurs sur le retour de vous savez qui. Mais il ne pouvait pas prévoir qu'Ombrage irait jusqu'à placarder une centaine de décrets prohibant la plupart des interactions possibles et imaginables entre les élèves. Elle adore les Serpentards, traque sans relâche la bande de Harry, et refuse d'enseigner sa matière avec de la magie, plongeant les élèves dans un ennui sans nom. Elle finira quand même à se faire nommer Grande Inquisitrice de Poudlard, première véritable image de la dictature dans la saga du Petit Sorcier, bien avant que Rogue devienne directeur, ou Voldemort comme Seigneur des Ténèbres de retour. En plus de détester les enfants, elle souhaite la mort de Harry, car au début, elle envoie 2 détraqueurs pour faire envoyer l'élu, ignorant complètement les dommages collatéraux, en l'occurrence Dudley. On peut le dire, avec un caractère d'impératrice, un déni total de l'intégrité des êtres humains et des manières à faire grincer le plus féroce des bikers, Ombrage est une véritable saloperie qui vous fera garder le film ou le livre en mémoire très longtemps. Je déteste cette vieille peau. Je devrais faire un petit tour chez elle, histoire de m'amuser un peu. Numéro 7. La transition pourra vous paraître brusque car nous allons utiliser la poudre de cheminette pour nous rendre aux États-Unis à notre époque. La quasi-totalité de la population a disparu. Une odeur de pourri s'élève parmi les cadavres en décomposition qui s'affairent autour des organes d'un cadavre, d'un survivant fraîchement dévoré. C'est bien le décor de The Walking Dead, la série / comics événement de ces dernières années. Je n'ai lu que le premier tome de Walking Dead, donc le jugement que j'ai du prochain personnage est influencé par la série uniquement. J'ai hésité à parler du gouverneur, un personnage aussi profond que complexe, mais un certain Joker ici présent m'a fortement conseillé pour ma sécurité de parler d'un autre méchant. Dun, 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 dun. Little pig, let me in. J'ai donc nommé Negan. Autrement plus fou et plus fourbe que les autres, Negan est le chef des Saviors, un groupe de survivants ultra violents et super bien organisés qui a la main mise sur la plupart des camps établis autour d'eux. J'adore rigoler avec Negan. Parfois on se fait un petit barbecue et je me rends compte qu'à la fin qu'on fait griller une jambe humaine depuis le début. Je suis mort de rire à chaque fois. Ne vous méprenez pas, Negan n'est pas cannibale. Étrangement, il semble plutôt attaché à une sorte de code d'honneur et arbore un joli sourire la plupart du temps. Mais aucun sourire n'a jamais aussi bien dissimulé un esprit pervers, tordu et manipulateur que le sien. À part le Joker, évidemment. Il est incarné à l'écran par Jeffrey Dean Morgan, qui pour moi joue son rôle à la perfection. Rick Grimes, le personnage principal, est persuadé d'avoir traversé toutes les épreuves possibles et imaginables, et il n'aurait pas tort. Alors quand son groupe entend parler des Saviors, il se dit que ce sera réglé en moins de 2. Il ne s'apprêtait pas à tomber sur plus fort que lui. Non seulement Negan les soumet, les ridiculise et en fait ses chiens, mais il les souille violemment à l'aide de Lucille, sa batte barbelée adorée. Vous vous souvenez sûrement du battage médiatique sur les réseaux sociaux quand l'épisode de la mort de est sorti. La hype n'avait jamais été aussi folle pour une série. L'Audima a battu des records. À ce qui paraît, Neganoune maîtrisait le repassage comme personne. Enfin, quand il s'agit du visage humain. Pour en revenir à Negan, je ne dirais pas qu'il est calculateur. Je pense au contraire qu'il fait beaucoup de choses au feeling. Son ton blagueur et son naturel charismatique font de lui un leader impressionnant et redoutable. Rick a de quoi en prendre de la graine si vous voulez mon avis. Mais c'est avant tout quelqu'un de complètement taré, sans doute ravagé par l'apocalypse, dont l'esprit s'est transformé en un interminable morceau de heavy metal qui se terminera uniquement lorsque la tête de Negan giclera de son cou. J'attends la suite avec impatience. Numéro 6. On reste dans le monde du showbiz télévisé avec la série de Jessica Jones. Ah non, pas la licence Marvel. On s'était mis d'accord pour que tu parles de mes copains Darkseid, Cheetah et Deathstroke. Je peux pas parler de tout le monde, putain. Bon, la plupart d'entre vous savent déjà où je veux en venir. Un costard dans n'importe quelle situation, un regard empli de mélancolie, un sourire en coin, il s'agit bien sûr du super vilain Killgrave. Interprété par l'incroyable David Tennant, Killgrave trouve ses origines dans le Marvel Comics de Daredevil numéro 4 en 1964.
un méchant qui date. Dans l'univers du comics, il se nomme Purple Man et obtient ses pouvoirs au cours d'un accident chimique lambda. Pour rester dans un univers assez réaliste de séries Marvel Netflix, on a choisi de représenter Purple Man en costume violet et une photographie dans les mêmes teintes pour rappeler le personnage de base. Et son nom est resté Killgrave, bien que ce soit un sobriquet dans la série. Le Killgrave de la série est un personnage carnassier. Son pouvoir de persuasion fait de lui un ennemi introuvable et imbattable. Quoi de mieux comme ennemi à une détective privée au caractère de cochon en plein New York? Le duo est juste parfait, et c'est lui qui va mener la série à son paroxysme. Il se trouve que Jessica Jones est la seule personne qui ait jamais pu résister à son pouvoir de manipulation mentale, ce qui rendit Killgrave fou amoureux d'elle. Il va alors jouer au chat et à la souris avec elle pour lui faire peur, et j'avoue que le peu de scènes où l'on aperçoit le criminel sont vraiment effrayantes au début. Avec son physique de Baptou, Tennant incarne bien le gringalet fragile qui représente l'univers Marvel, parce que Marvel c'est à chier. On parle de Batman contre Superman? Ah, un point pour toi, gamin. Quand le personnage devient plus profond, on lui découvre un passé de cobaye de laboratoire chez ses propres parents, qui tentaient de maîtriser son pouvoir. Mais apparemment, la nature mauvaise de Killgrave l'aurait fait incorruptible, et il n'y aura que l'amour de Jones qui pourrait le faire changer de camp. Mais celle-ci se rend compte que le risque de le voir sombrer est trop grand, elle décide alors de trahir sa confiance et de l'enfermer, ce qui n'améliorera pas la santé mentale déjà fragile du pauvre diable. Dans cette série se trouvent beaucoup de scènes dantesques où la tension qui émane du méchant est palpable, alors qu'on ne sait presque rien de lui. Et la musique qui accompagne ses moindres apparitions a trop d'émotions autour de ce personnage. Numéro 5. Qu'obtenez-vous si vous fusionnez l'anonymat stylé de Killgrave avec un esprit criminel ultra développé? Un des méchants de romans les plus connus, le professeur James Moriarty. Considéré comme le premier super vilain de la littérature, Moriarty fut créé par Sir Arthur Conan Doyle pour une nouvelle appelée Le Dernier Problème, parue en 1893. C'est le némésis du célèbre détective privé Sherlock Holmes. Il possède comme lui une intelligence incroyablement élevée, mais s'en sert pour faire tourner un réseau de criminels qui donnera du fil à retordre aux détectives anglais. Tout le monde connaît le fameux Holmes, enquêteur âgé vivant au 221 bis Baker Street, mais Moriarty n'est sans doute pas aussi connu que lui ou le Dr Watson. Il apparaît pourtant dans plus de 10 adaptations télévisées différentes et même dans 2 épisodes du détective Conan. Ces méthodes sont démodées. Pourquoi se creuser la tête à ce point pour si peu? Batou se contente de mes plans diaboliques, et ça va à tout le monde. Pas la peine de se la ramener avec autant de blabla. Les 2 dernières adaptations sont sûrement les plus connues. Dans les films de Guy Ritchie, c'est un professeur de sciences qui manipule Lord Blackwood ainsi que Miss Irene Adler pour faire tomber Sherlock. Il est violent, imposant et méchant. Dans la série Sherlock de Stephen Moffat, Moriarty ressemble davantage à un jeune Joker. Il est impulsif, tire des tronches improbables, mais reste un maître dans l'art de la manipulation et du terrorisme. Je suis partagé quant à vers qui va ma préférence. Les deux ont de très bons points positifs, et n'ont pas le même impact sur l'histoire. Dans les 2 films, Moriarty est l'investigateur des mésaventures de Holmes, et son affrontement paraît comme être le destin tragique du détective, comme conçu pour battre le génie du mal. Alors que dans la série, Moriarty paraît se préoccuper beaucoup moins de Sherlock, jusqu'à ce que celui-ci ne se mêle à ses affaires. Il mènera en bateau de façon réaliste, mais spectaculaire tout de même, toute l'administration britannique, le MI6, le FBI et les forces de police du commissaire Lestrade, pour finalement se faire avoir par ce bon vieux Benedict. Un jeune Joker, tu dis? Content de voir que tu ne m'ignores pas complètement. Je vais dire à mes gars de ne pas trop te faire souffrir à la fin de la vidéo. Comme pour Sherlock et Watson, chacun a son interprétation du génie criminel qu'est Moriarty, à la fois à la télévision, au cinéma ou dans la littérature. Dans tous les cas, il finira toujours noyé sous les eaux du Reichenbach en Suisse, au cours du duel final avec son ennemi juré. C'est là qu'il est intéressant de voir les différentes façons de rendre à l'écran ces fameuses chutes du Reichenbach. Numéro 4. Lex Luthor est le super vilain iconique du plus célèbre des super-héros, Superman lui-même. C'est d'ailleurs là que ce personnage puise toute sa force. Ce n'est pas un super vilain, mais un homme, tout ce qu'il y a de plus humain, ce qui rend ses actes d'autant plus monstrueux. On pourrait en effet penser que le Némésis de Kal-El, être super puissant, ne puisse être qu'un homme tout aussi invincible que lui, comme le général Zod ou Doomsday. Eh bien non.
Apparu dans le comics Superman numéro 4 en 1940, le personnage de Lex met beaucoup de temps à devenir ce respectable et impitoyable businessman, auparavant uniquement représentant de la caste des savants fous lambda. Lex est un gentil garçon, mais il est loin d'être aussi diabolique que moi. Pas vrai, Batou? Je suis diaboliquement drôle. Ses motivations sont à primes abord des plus louables. Il souhaite forger un meilleur avenir pour sa ville métropolis, et ce par tous les moyens. Il est conscient des risques qu'il prend et de la cruauté de ses actes, et n'en tire aucun plaisir, ce qui fait de lui un personnage extrêmement complexe et à qui on peut s'identifier pour plein de choses, notamment sa peur de l'inconnu, car c'est cette peur qui va le pousser à redouter les pouvoirs du Kryptonien et tout mettre en œuvre pour stopper Superman, jusqu'à se faire élire président des États-Unis. Il fait d'ailleurs parfois affaire avec Bruce Wayne pour lui fournir de la kryptonite, conscient de l'intérêt que le philanthrope porte à la pierre, sans savoir qu'il s'agit de Batman qui partage le même avis que lui sur Superman. Ce type a autant de cheveux que cette chère Barbara. Quand elle a subi son traitement, j'aurais peut-être dû viser plus haut. Lex Luthor est un manipulateur, un calculateur effroyablement efficace et le plus redoutable adversaire de l'homme d'acier. N'ayant pas vu Smallville, je connais 3 Lex Luthor, en dehors de celui des comics évidemment. Celui des films originaux avec Christopher Reeves, celui interprété par Kevin Spacey dans Superman Returns, et celui qu'interprète Jesse Eisenberg dans Batman contre Superman. Alors pour commencer, sachez que je n'ai pas du tout aimé ce dernier. Le rythme est trop lent, les intrigues sont brouillons et le Batfleck nul à chier. J'éjecterai donc le Luthor de celui-ci pour me consacrer aux 2 autres. Dans Returns, le personnage est pour moi physiquement impeccable, tout à fait l'idée de ce que je me fais du personnage. En revanche, la psychologie ne colle pas trop dans le sens où le caractère de celui-ci ne ressemble pas à celui des comics bien que ses intentions soient les mêmes. Enfin, celui des premiers films est, je trouve, assez oubliable, dans le sens où, à part dans le premier, ses autres apparitions relèvent plus du nanar que de la présence réelle. Numéro 3. Cette fois, pas de génie du crime, ni de super vilain invincible. On attaque un personnage aussi affreux que tristement réaliste. Il s'agit d'un personnage provenant d'un roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Je ne suis jamais allé à Paris. Tu crois que Harley aimerait? Je ne suis pas un type très romantique. Vous l'aurez compris, c'est bien l'archidiacre Claude Frollo qui sera numéro 3 de mon top 10. Pas très original, certes, mais c'est quand même de la grande saloperie qu'on va parler maintenant. Il faut ouvrir les yeux sur les méfaits de ce fou furieux. Tout se déroule en 1466, à Paris, alors qu'il est membre ecclésiastique de la cathédrale de Notre-Dame. C'est un croyant acharné des forces du mal et n'hésite pas à recourir aux punitions ou aux exécutions pour montrer l'exemple à la populace parisienne. Il chasse particulièrement les manouches et gens du voyage, qu'il considère comme impies à l'église catholique. Quand il assassine une famille sur les marches de la cathédrale, le jeune enfant que la mère tenait dans ses bras se fracasse à terre et reste défiguré. Après avoir hésité à le noyer dans un puits, parce qu'il est apparemment trop hideux pour être un humain, Frollo le confie à un moine pour en faire son esclave, à peu près. Les années passent. L'enfant, rebaptisé Quasimodo, est bossu et hideux. Il s'occupe de faire sonner la cloche de la cathédrale de Notre-Dame et reste caché dans le clocher depuis qu'il est né. Contre toute attente, Frollo s'éprend de la magnifique Esmeralda, une gitane arrivée en ville récemment. Pour repousser ses vices et ses sentiments, Frollo cherchera à exterminer définitivement les gitans de toute la ville. Et Esmeralda finira pendue en public. Enfin, ça c'est la version du roman. Dans le film de Walt Disney, Esmeralda est sauvée par Quasimodo, qui poussera Frollo du haut du clocher. Celui-ci terminera sa chute dans les flammes qu'il aura provoquées dans sa colère aveugle. La version de Disney n'est cependant pas très juste avec Quasimodo, qui finira quand même seul, alors qu'Esmeralda se mariera avec le chevalier je sais plus quoi. Disney? Quelle connerie! Je rirai moins le jour où il rachètera DC Comics. Frollo est un personnage pervers et perverti par ses croyances qui lui interdisent tant de choses que son esprit ne peut plus supporter. Reniant ses propres émotions, il obéira aveuglément à un dogme qu'il aura lui-même imposé et sera responsable d'un génocide à travers tout Paris. Si on peut pas appeler ça diabolique. Je conseille également à tous de voir le film Quasimodo del Paris, écrit par Patrick Timsit, où Serge Frollo est interprété par Richard Berry, un homme sans foi ni loi qui transforme les gens en gargouilles comme pour son passe-temps et qui possède un majeur à la lame aiguisée. Mon Dieu, ce film est génial. Numéro 2.
on est bientôt à la fin, courage, car on n'en a pas encore fini avec les bad guys. Là, on s'attaque à The Bad Guy. C'est drôle parce qu'on reste dans le thème de l'église d'ailleurs. Vous ne connaissez sans doute pas la saga pourtant si parfaite de l'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney. Ah, j'ai toujours eu envie d'en parler dans mes top 10 celui-là. Dans le premier tome, paru en 2004, l'histoire se déroule dans un monde médiéval et fantastique. Celui-ci est peuplé de créatures provenant de ce qu'on appelle l'obscur, sorte de terme renvoyant à tout ce qui est de maléfique et fantastique. Parmi eux, des sorcières, des gobelins, des spectres, des demi-dieux, etc. Donc, dans un monde moyenâgeux comme celui-ci, la croyance est de rigueur. C'est pour cela que, selon les traditions, le 7e fils d'un 7e fils a la capacité d'affronter l'obscur, profitant d'une sensibilité accrue pour vaincre les démons. Ils deviennent ainsi, après une longue formation, ce qu'on appelle un épouvanteur. À mauvaise réputation, ces faiseurs de bienfaits sont solitaires, robustes et emplis de connaissances sur le monde à force de voyage. C'est l'histoire de Tom Ward, jeune garçon qui va suivre l'enseignement de son maître John Gregory à travers différentes aventures toutes plus glauques les unes que les autres. Vous vous en doutez, il y a bien un vilain badass qui traîne par là. Et en effet, il s'agit du méchant par excellence, le diable lui-même. C'est un peu facile, me direz-vous, mais ici la mythologie est suffisamment bien expliquée pour identifier un Belzébuth parmi tant d'autres représentations. Ici, il se fait appeler le malin, et toute la trame scénaristique et les intrigues sont toutes tournées vers l'affrontement final entre Tom et cet ultime ennemi. Le malin fait partie des dieux, créatures de cauchemar peuplant l'obscur, tels que Pan, la Morrigan, Héphaïstos, Zeus ou Héra. Mais le malin est le plus puissant de tous, et règne sur l'obscur avec un pouvoir sans limite. Il apparaît à la fin du tome 4, lorsque les sorcières de Pendle parviennent à l'invoquer. C'est un peu comme la fin du tome 4 d'Harry Potter avec Voldemort. À partir de là, le malin va tenter de corrompre Tom, car lui seul pourra le vaincre. Je ne rentrerai pas dans les détails. Bien qu'il parvienne à l'invoquer, l'immobiliser et à lui trancher la tête, le malin vit toujours et jamais ses serviteurs ne doivent récupérer cette tête, car sinon, il pourra agir de nouveau sur la Terre. Les dialogues sont superbement amenés, de telle sorte que l'on ressent la tentation du personnage principal envers l'obscur, et sa présence seule suffit à glacer d'effroi le lecteur, tant il paraît imposant et dangereux. Du méchant comme on les aime. Tiens, c'est bizarre, on n'entend plus l'autre débile depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'écran devient bizarre? Je prends le contrôle de ce top 10, jeune crétin. Tu pensais vraiment que moi, le Joker, prince du crime et des blagues, je me laisserais inviter sans être numéro 1? Ignorant. C'est parti, moi. Numéro 1, le Joker, l'ennemi le plus puissant de Batman, même le super vilain le plus aimé des fans de la pop culture. Suffit de voir les recettes des films où je suis dedans, il est tellement séduisant, tellement drôle, mais c'est complètement abusé. Et puis, cette coiffure, ce sourire, non mais regardez-moi ce sourire, je m'embrasserai moi-même, tiens, je suis parfait, j'ai toujours été parfait. Même dans Suicide Squad. Que dis-tu? Tu te rappelles de Jared Leto en Joker? Non, ah, ça fait trop mal, pas ce film, je fais... Je le comprends en même temps, le pauvre. Bref, numéro 1. On en a si peu parlé. Pourtant, j'ai toujours considéré ce personnage comme la pire des raclures. La reine alien Anna dans la série V. J'en ai déjà parlé dans mon top sur les séries, mais une piqûre de rappel ne fait de mal à personne. La première série est parue en 1983. C'est un téléfilm de science-fiction en 3 étapes qui narre l'arrivée d'extraterrestres pacifiques sur Terre et des questions relationnelles que cela engendrerait entre les deux peuples. Un reboot eut lieu en 2009 et même si c'est de la production de série B et qu'ils durent stopper la série plus tôt, le remake reste très bon. Anna, c'est elle. C'est la reine des aliens appelée les Visiteurs. Quand leur vaisseau mère arrive au-dessus de chaque grande ville mondiale, les gouvernements s'affolent, normal ceci dit. Mais on suit surtout celui au-dessus de New York, car c'est là que se situe la reine Anna. Alors pourquoi est-ce qu'elle est numéro 1 ? Parce qu'elle rassemble tout ce qu'on déteste d'ombrage, mais à plus grande échelle et sans le rose. Et elle est aussi diabolique que le malin lui-même, et ferait passer Frollo pour un génocidaire de pacotille. En effet, sous ses airs charmants, c'est un être sans scrupules, vorace et destructeur qui se cache, prêt à bondir dans les plus sombres recoins de l'hardcore. Son but, sauvegarder son espèce.
Bien qu'elle annonce aux humains que les visiteurs sont là pour apporter leur médecine et leur technologie, il n'en est évidemment rien. Leur planète ayant été détruite, les V cherchent un endroit où vivre. Le plan d'Anna est simple. Attendrir et embrigader les humains pour leur cause et déverser des hormones sous forme de pluie rouge sur les villes. Ainsi, les humains deviennent féconds avec les V et ils pourront ainsi se reproduire entre eux. C'est immonde quand on sait que les V sont des êtres lézards couverts de peau synthétique. Le pire est sans doute qu'ils sont là depuis bien plus longtemps qu'on ne veut le faire penser, et qu'ils ont appris à étudier la société depuis des siècles, connaissant chaque recoin de l'esprit humain. Quand Anna apprend qu'un de ses anciens combattants a donné naissance à un hybride mi-femme, mi-alien, elle fait enlever l'enfant, et l'élève comme sa propre fille pour l'étudier de plus près. Sa propre fille, la superbe Lisa, se fait renier par sa mère, car celle-ci l'a déçue sur une quelconque mission. Elle l'abat alors quasi à mort pour en faire un martyr, en accusant les humains, cherchant un prétexte pour accroître sa popularité. Sa propre mère ? Elle l'a enfermée dans une pièce de son vaisseau parce qu'elle cherchait à empêcher l'éclosion de son armée de super soldats. Anna la tuera d'ailleurs. Comme elle tuera un des personnages principaux à l'aide d'un clone qu'elle aura fabriqué de sa propre fille. Putain, mais quelle salope! Les autres paraissent fades à côté. Bref, une bien sale affaire, je vous conseille d'ailleurs la série. Cette vidéo touche à sa fin, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Mention spéciale au maître de Doctor Who, le ministre de Akame ga Kill et du méchant dans Old Boy, que je n'ai pas pu placer dans ce classement. Je vous invite à vous abonner et à jeter un œil à mes autres top 10 si cela vous a plu. Oh, ma tête! Qu'est-ce qui s'est passé? Sur ce, je vous dis à très bientôt.